Donc HAProxy 2.3. Comme vous le savez sûrement, les releases d'HAProxy maintenant sont découplées en pairs et impairs. Les releases pairs seront les long term support, donc la 2.2, la 2.4. Et les releases impairs sont en général des releases techniques où on fait pas mal de changements au niveau du cœur. Donc la 2.3 en fait rentre dans cette catégorie. Elle sera maintenue pendant un an. Mais ça en fait pas pour ça, ça fait pas pour autant une release moins intéressante. En fait, on va avoir pas mal de fonctionnalités qui ont été introduites, certaines qui sont visibles de l'utilisateur, certaines qui ne sont pas visibles. Rapidement, donc je suis Baptiste Assmann, architecte solution chez HAProxy Technologies, contributeur et mainteneur en fait du code d'HAProxy sur le sous-système DNS principalement et quelques contributions tierces. Vous pouvez me trouver sur LinkedIn et Twitter sur mon nom. Rapidement, de quoi on va parler aujourd'hui? Donc toute la partie connexion qui a été retravaillée de fond en comble, le load balancing syslog, la partie les algos de load balancing qui eux-mêmes ont été revus. On va parler un petit peu du cache HTTP qui a connu aussi quelques améliorations dans cette release. Quelques changements mineurs sur le SSL TLS, beaucoup de changements pour le coup sur la partie observability monitoring et un petit peu de l'UA et quelques changements mineurs tels que des fetch, des converteurs, etc. Alors je vais juste refaire un petit tour sur les questions. J'ai vu qu'il y avait des messages, je veux juste m'assurer que tout va bien. Très bien. Ok, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser pendant la session et j'y répondrai à la fin. D'accord. Au niveau des connexions, en fait, il y a eu un gros travail qui a été fait pour faire de la place pour le protocole QUIC et HTTP3. Ça implique en fait de pouvoir écouter notamment en entrée des sessions UDP, donc recevoir des paquets UDP, savoir les traiter. En fait, la manière dont HAProxy déjà va gérer les protocoles UDP, on va pas faire de load balancing UDP générique, puisque ça veut pas dire grand chose. On verra un petit peu après la philosophie d'HAProxy sur le load balancing UDP, et en fait on va plutôt apporter de la valeur sur les protocoles qu'on va load balancer. Donc le premier en UDP ce sera le syslog. On va avoir quelques chapitres là-dessus comme on l'a vu tout à l'heure. Et ensuite, donc on a rajouté donc pour vous dire ça, on a rajouté donc une couche UDP qui va être en fait la base en fait pour le support du protocole QUIC et HTTP3 en fait dans HAProxy. Le travail qui a été fait au niveau des comment dire qui a été fait au niveau des connexions en fait a aussi amélioré en fait l'optimisation d'HAProxy a été optimisée en fait pour avoir moins d'appels de syscall, donc en fait beaucoup plus rapide en termes de traitement, et aussi beaucoup plus de hooks au niveau du code quand on va vouloir faire du debug. Avant, on était un petit peu, c'était un peu compliqué de faire du debug dans les cas un peu complexes où vous avez différents types de connexions, de MUX, de choses entrelacées les unes avec les autres. Maintenant, en fait, ça va être beaucoup plus simple pour les développeurs quand il y a un bug d'arriver à savoir à quel moment exactement le bug se produit et donc de proposer des palliatifs d'autant plus rapidement. On va voir aussi un petit peu après la gestion du TCP Keep Alive. Alors HAProxy ne maintient pas les connexions TCP, c'est toujours votre kernel qui le fait. Par contre, en fait, HAProxy, lui, peut positionner en fait des options au niveau de la socket telle qu'elle est ouverte. Et en fait, ces options vont être ensuite gérées par le kernel sur la connexion TCP. Et en fait, pourquoi ça marche pas ça? Ok, parfait. Donc en fait, il y a certains paramètres qui sont assez fréquents sur le Keep Alive, c'est à quelle fréquence on veut les faire, à partir de quel moment on veut les démarrer, et au bout de combien de Keep Alive qui n'ont pas été acquittés, on considère que la connexion est fermée. Et en fait, ces paramètres, on peut les setter par des sysctl. Alors le problème de ça, c'est que quand on le fait au niveau sysctl, ce sont des paramètres globaux pour toute la machine. Sauf que vous pourriez très bien avoir d'autres serveurs sur la machine HAProxy ou d'autres process qui vont avoir besoin de Keep Alive TCP avec des différents paramètres que celles utilisées par HAProxy en fait. Donc en fait, maintenant dans les sections front-end, listen, back-end et serveur en fait, sur la ligne serveur, on va pouvoir nous-mêmes définir par socket les Keep Alive et la manière dont on veut les faire.
Comme ça, si jamais vous avez des applications web mixées avec par exemple, de load balancing TCP avec des sessions longues, on va pouvoir, par front-end, décider de quel type de keep alive on veut appliquer en fait sur chacune des connexions. Donc ça permet d'être beaucoup plus flexible que ce qu'on avait avant. Et surtout, on n'est plus obligé de le faire au niveau des 6 CTL, et donc on met tout dans la conf HAProxy et on a tout à un seul endroit. Quand on veut savoir tous les paramètres, c'est quand même beaucoup plus simple de faire un coup un 6 CTL machin et puis un VI de la conf d'HAProxy et de comparer tout ça. On en parlait en introduction, donc le syslog, la load balancing du syslog en fait. On va pouvoir récupérer les messages syslog déjà au niveau UDP et TCP. Et on va pouvoir envoyer les messages au syslog au serveur en UDP ou en TCP, voire les deux. Et en fait, ça vous permet en fait d'exposer côté client plusieurs interfaces syslog et de formater et d'envoyer les logs côté serveur en fait avec une seule type d'interface. On va voir un petit peu après pour ça. On a la possibilité en fait de trier les messages de syslog, de dire en fonction de la priorité du message, je vais envoyer plutôt vers tel serveur ou vers tel serveur. Ça vous permet d'avoir des messages dédiés par exemple uniquement aux alertes ou aux emergencies, et puis d'avoir des messages qui vont traiter les debugs ou les choses comme ça. On va pouvoir faire du sampling et du sampling. Donc le sampling, ça vous permet en fait de choisir. C'est un peu comme l'algo de load balancing, c'est de dire j'envoie un message sur 10 sur ce serveur-là et puis 9 messages sur 10 sur l'autre serveur en fait. Alors je m'arrête une seconde, je vois qu'il y a des questions rapides. Je voudrais pas qu'il y ait des gens qui puissent pas entendre. Ok, non, ça a l'air bon. Je vais juste aller voir tout en bas. Ok. Donc, on va retrouver, comme je disais, donc le log sample, et on va retrouver aussi la translation de format syslog. Alors, on va pas formater de syslog quelque chose en JSON et tout ça aujourd'hui. Ça arrivera peut-être un peu plus tard. Par contre, on va translater les messages d'une version de RFC Sylog à une autre version. Par exemple, si votre serveur est compatible avec un seul format de message, peu importe les messages en entrée, HAProxy va les réécrire dans le message, dans le format compris par le serveur en fait. Donc pour ça, on va retrouver une nouvelle section de configuration qui est la section log forward et un nouveau type de bind qu'on va appeler degram bind pour dire que le front-end va écouter en listen sur ce bind là en fait. Au niveau statistique, on va retrouver en fait un nouveau compteur en fait qui va s'appeler cum rcv logs dans le show info que vous pourrez en fait loguer pour savoir en fait combien de messages syslog votre serveur HAProxy a reçu. Si on prend une petite conf d'exemple, tac. Donc on va retrouver en fait notre nouvelle section log forward avec un nom. On va retrouver un bind sur le port 7514 qui est en fait en TCP, un autre bind UDP, et ensuite on va se connecter au serveur en UDP dans ce cas-là, d'accord, parce qu'on n'a rien précisé. Quand on veut se connecter au serveur en TCP, en fait, on va avoir une nouvelle section qui va s'appeler le ring. Alors pourquoi on a un ring? C'est que ça permet de stocker les messages localement si jamais le serveur ne peut pas les accepter en fait. Quand on est en UDP, on connaît tous la blague de l'UDP, hein. Si le message est parti, il est perdu. S'il est arrivé sur le serveur, tant mieux, mais s'il n'est pas arrivé, voilà, on ne sait pas. L'avantage du TCP, c'est que ça permet de s'assurer que tous les messages sont bien reçus, sauf qu'à un moment ou un autre, si le serveur met du temps à lire, HAProxy, lui, peut pas ralentir côté client. Donc HAProxy, on peut lui configurer un ring local, c'est un espace mémoire dans lequel on peut stocker les logs, et HAProxy va les stocker avant de les renvoyer au serveur quand celui-là, il peut les récupérer. Alors après, quand le ring est saturé, je pense qu'on va commencer à dropper. Donc voilà, ça faudra bien faire attention à tout ça. Donc cette conf-là, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'elle va envoyer en fait des messages, 25% des messages, donc sample 1, sample 2, sample 3, sample 4 sur 4, à chacun des serveurs. Donc on fait du round robin typiquement ici. La facility local 0, elle ne sera utilisée uniquement que si un client envoie un message sans facility. Et dans ce cas-là, on va load balancer, on va envoyer que les messages de niveau info ou supérieur. C'est-à-dire que si vous avez un client qui vous envoie des messages avec la severity debug, ce message en fait ne sera pas transmis par HAProxy à votre serveur.
Donc ça permet de faire un peu de filtrage aussi. Typiquement, si on voulait envoyer que les messages d'emergency sur un des serveurs, bah, on peut mettre une nouvelle ligne en disant bah, local 0 avec la severity urgent et puis voilà, ou emergency. Et donc la directive format RFC 5424 va en fait prendre tous les logs en entrée. S'ils sont formatés déjà dans ce modèle de RFC, bah, il va les renvoyer directement au serveur. Et s'ils ne sont pas dans ce format-là, il va les réécrire, les transformer en fait dans ce format-là avant de les envoyer au serveur. Comme ça, votre serveur reçoit toujours la même ligne de log, il a pas ça à faire de son côté. Les nouveautés sur les algos de load balancing. Donc il y avait une petite entourloupe, on va dire, sur les algos de hash, sur les URL en fait, qui étaient inconsistants en fait entre le HTTP1 et le HTTP2. Et en fait, c'était lié à la manière dont les hosts et les passes d'URL sont stockés dans chacune des versions du protocole. Donc cette version d'HAProxy en fait permet de régler ça. On a rajouté une directive pass only sur le balance URI et ça permet de load balancer de manière en fait uniforme en utilisant que le pass pour le coup sur les hash en fait. Donc en soit en HTTP1 ou HTTP2. Là, les algos de load balancing random, round robin, static round robin, listcon et first ont aussi été améliorés. C'est-à-dire qu'avant, quand l'algo de load balancing désignait un serveur en fait, en fait et que le serveur avait des requêtes en file d'attente, cette requête là en fait venait se rajouter à la file d'attente. Et en fait maintenant automatiquement la requête quand les serveurs sont pleins, et je parle de tous les serveurs pleins, la requête est en fait mise dans la file d'attente du back-end et plus dans la file d'attente du serveur. De ce fait, quand un nouveau serveur vient de déqueuer quelques requêtes, automatiquement, les premières requêtes en queue vont aller sur ce serveur-là plutôt que d'être en attente sur un autre serveur pour le coup. Donc ça permet d'avoir de meilleurs temps de réponse côté client pour le coup. Donc c'est un peu plus performant pour les utilisateurs. Je suis en train de voir. Et donc l'algo de listcon va aussi prendre en compte le nombre de requêtes en file d'attente dans son algo de répartition, alors qu'avant on prenait que les requêtes en cours sur le serveur. Donc voilà. Le cache HTTP, donc lui a connu pas mal d'améliorations. Le cache avait été introduit en version 1.8. Et en fait, il n'a eu de cesse en fait d'être amélioré. Les gros changements qu'on a apportés, donc c'est le support du expires envoyé par le serveur. Donc quand le serveur envoie cette information-là dans le cache control, HAProxy va conserver l'objet jusqu'à la date indiquée. On va aussi mieux supporter les requêtes conditionnelles. Donc les requêtes conditionnelles, ce sont les requêtes avec une information qui permet de vérifier l'état de fraîcheur d'un objet dans le cache du client. Donc typiquement, le client peut envoyer un header if modified since ou if not match ou itag. Et si le itag ou la date correspond à l'objet qui est dans le cache HAProxy, HAProxy va retourner un 304. Ça évite de retourner un objet complet. Si jamais l'objet du client est déjà si l'objet dans le cache du client est encore frais et si l'objet dans le cache HAProxy n'a pas changé. Inversement, si le client envoie une requête if modified since mais que l'objet a été modifié entre-temps, à ce moment-là, HAProxy va renvoyer un 200 avec l'objet et puis la nouvelle date en fait de l'objet, donc le client pourra mettre à jour son cache. On avait aussi le parsing de configuration maintenant a légèrement changé. C'est-à-dire qu'avant, on pouvait avoir plusieurs sections cache qui avaient le même nom. Maintenant, ça, c'est considéré comme une erreur. D'accord? Et on va retrouver en fait deux nouveaux fetch, donc on les reverra à la fin de la liste aussi. Mais le cache hit qui est un booléen qui vous permet de dire si l'objet a été ressorti du cache ou pas. Et cache name, c'est pour ça, je pense, c'est plus utile pour le troubleshooting. C'est quand vous avez plusieurs sections cache et que vous voulez utiliser plusieurs caches en même temps, ça vous permettra de savoir de quel cache l'objet a été issu quand il vient du cache. Les améliorations au niveau SSL. Alors depuis la 2.2, HAProxy peut charger les certificats et les clés depuis des fichiers différents.
ce qui n'était pas le cas avant. Avant, on devait faire un fichier .pem avec le certificat et la clé dedans, mais ça gênait quelques personnes parce que quand on veut modifier un certificat, il faut y aller à coup de sed, donc ça peut être assez ennuyeux. Donc là, pour le coup, on peut avoir des fichiers .crt, des fichiers .crt.key. Et la manière dont ça avait été fait, en fait, dérangeait certains utilisateurs qui préfèrent avoir un mycert.key plutôt qu'un mycert.crt.key. Donc pour ça, on a rajouté une directive dans la section globale qui s'appelle SSL load extra del ext, qui va virer en fait le .crt du certificat et qui ensuite va vous permettre de charger le .key directement. Par contre, ça s'applique pas sur les bundles type CDSA, RSA, etc. D'accord? Ces bundles-là, c'est quand vous voulez avoir pour le même CNAME ou le même certificat, différentes versions de la clé et du certificat. Donc, vous voulez avoir pour www.domaine.com la clé RSA, la clé ECDSA, pour servir à la fois des clients legacy puis des clients modernes tout en consommant beaucoup moins de CPU. Là, pour le coup, vous serez toujours obligé d'utiliser les .pem, .ecdsa et .rsa. Et donc, évidemment, mettre les fichiers et les clés et les certificats dans le même fichier. Alors, une feature aussi qui est pas très connue d'HAProxy, en fait, HAProxy peut générer des certificats à la volée. C'est utilisé, ça peut être utilisé un peu dans différents contextes, mais en fait, quelques améliorations ont été apportées, notamment la génération d'un certificat avec des SAN, donc des Subject Alternative Names, pour avoir plusieurs noms en fait dans le certificat. Notamment des fois domaine.com et domaine.com par exemple, des choses comme ça, et aussi avoir plusieurs chaînes de certificats, une chaîne de certificats donc avec des intermédiaires en fait sur votre CA. Un dernier point en fait, et d'ailleurs c'est lié à l'article de blog, si vous avez vu l'article de blog sur le Connection Keep Alive, les connections qui étaient établies côté serveur avec du SNI étaient marquées privé avant, même si le SNI était hardcodé et donc tout le monde avait le même SNI. Pourquoi? Parce que le SNI peut être lié à une seule session client. Sauf que quand on hardcode le SNI, on sait que tout le monde aura le même SNI. Donc cette session n'est plus liée à un client, mais peut être potentiellement partagée pour tout le monde. Sauf si évidemment il y a d'autres informations comme du NTLM qui font que cette session sera marquée privée. Mais l'avantage de ça, de marquer cette connexion comme partageable, fait que quand HAProxy a déjà une connexion d'ouvert vers un serveur et qu'il souhaite, par exemple le client a fini de l'utiliser, il peut la recycler pour une requête d'un autre utilisateur. Et donc côté serveur, ça fait beaucoup moins de connexions ouvertes. Côté client, ça fait beaucoup un temps de réponse amélioré. Et donc tout le monde est content avec cette amélioration-là. Niveau observability. Donc déjà, petit rappel quand même, HAProxy a énormément de statistiques, de remontées d'informations, que ce soit dans les logs ou dans la page de stats. Il y a énormément de compteurs sur plein de choses, donc faut pas hésiter en fait à les utiliser. Et en fait, ce qu'on a fait en fait, c'est qu'on a rajouté un framework interne à HAProxy pour gérer des statistiques. Et on a rajouté en fait sur ce framework des statistiques sur le HTTP2 et sur le DNS. Et je pense qu'au fur et à mesure, pas mal de stats pour d'autres sous-systèmes vont être rajoutés dans ce framework-là. Le but de ce framework, en fait, c'est de simplifier en interne la gestion des stats, de faire des enregistrements de compteurs et de les mettre à jour directement, et ensuite d'avoir côté client, j'ai envie de dire, le provisioning et le reporting automatique de tous ces compteurs. Hop, petite seconde. Merci. Donc, on va retrouver en fait une nouvelle, donc basé sur ce framework, j'ai dit, on va retrouver une nouvelle directive en fait sur la page de stats qui va vous permettre de voir les différents modules complémentaires, on va dire, et donc par exemple le DNS et le HTTP2. Et basé là-dessus, en fait, on est capable aussi d'exporter en fait ces nouveaux compteurs. Donc typiquement, on voit un exemple sur la droite de page de stats d'HAProxy avec énormément de compteurs dédiés au HTTP2. Donc le nombre de frames de type header, data settings, etc., etc. Et le jour où vous commencez à avoir des erreurs, des choses comme ça sur le HTTP2, et en fait, on va pouvoir rapidement
arriver à voir si c'est plutôt un parsing de header qui foire ou si c'est un problème de stream, pardon, de choses comme ça. Donc ça va être assez utile dans ce cas-là en fait. Donc au niveau runtime API, on va retrouver en fait différentes commandes. La commande show stat et qui par défaut en fait va vous afficher l'équivalent du show stat actuel, donc on appelle avec le contexte proxy, mais qui va vous permettre en fait d'afficher aussi le contexte DNS par exemple, et donc pour vous afficher en fait les serveurs, les informations du DNS, notamment le nombre de résolutions, le nombre d'erreurs, le type d'erreur, etc., etc. Au niveau statistique encore, statistique, on a en fait deux modifiers qui vont s'appeler up et no maint. Alors en fait, ça vous permet quand vous avez des grandes fermes de serveurs dont la plupart sont en maintenance, typiquement parce que vous utilisez les serveurs templates et les DNS SRV record, ou parce que vous êtes dans Kubernetes et que l'ingress controller pré-provisionne un grand nombre de serveurs pour en utiliser que quelques-uns, mais prévoit par exemple de scaler jusqu'à 100 serveurs, donc il va prévoir 100 serveurs à l'avance. Dans ce cas-là, en fait, vous allez avoir des fermes avec beaucoup de serveurs qui sont en maint. Et souvent, des outils comme Prometheus, Grafana, etc., ils aiment pas trop. Donc, on a la possibilité maintenant de demander, en fait, d'exporter uniquement les serveurs qui sont soit up. Donc, up, ça veut dire uniquement ceux qui sont opérationnels d'un point de vue health check du terme, soit ceux qui ne sont pas en maintenance. Alors, un serveur pourra très bien être actif, on va dire, donc pas en maintenance. Par contre, être down, typiquement si le health check ne passe pas. Ça vous permet en fait, donc en général, on va plutôt utiliser le no maint. Pourquoi? Parce que si vous utilisez que le up et que vous avez 4 serveurs actifs dont 2 qui sont tombés, vous le verrez pas dans la page de stats. Vous verrez juste 2 serveurs actifs, 2 serveurs opérationnels. Par contre, si vous avez juste no maint, ce qui va se passer, c'est que vous verrez que vous allez avoir sur les 10 serveurs qui sont dans la ferme, il y en a 6 en maintenance, on ne les verra pas. Sur les 4 qui sont opérationnels, il y en a 2 qui sont tombés. Donc là, il faudra s'inquiéter. D'accord? Donc voilà, ça permet de faire toutes ces choses-là. Et aussi, certains utilisateurs nous ont demandé d'avoir rapidement accès au nombre de serveurs disponibles sur le nombre de serveurs total dans la ferme. Et donc c'est pour ça qu'on va avoir un ratio directement. Et en fait, avant, on n'avait pas ça. Et donc les gens, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils récupéraient la taille de la ferme complète et puis ils faisaient un grep sur le nombre de up, un grep sur le nombre de down, etc. Donc c'est assez compliqué. Maintenant, on a ça automatiquement. On va retrouver des nouveaux compteurs aussi sur la partie Prometheus. Donc il y a un compteur DNS qui est arrivé, il y a quelques compteurs de bandes passantes, de connexion aussi idle établie, donc ça permet de voir un petit peu comment ça se passe côté serveur. Donc voilà. Tous les compteurs qui sont rajoutés dans HAProxy ne sont pas rajoutés automatiquement dans Prometheus. Donc faut pas hésiter si vous en manque à faire des demandes. Et moi j'ai déjà demandé à ce qu'on voit si le framework des stats peut pas lui-même enregistrer automatiquement dans Prometheus les compteurs. Alors c'est plus compliqué que ça en a l'air, mais le jour où on a ça, dès qu'on déploie un compteur à travers le framework de stats, potentiellement, il apparaîtra dans Prometheus, la release d'après, et puis voilà. Un nouveau module qui s'appelle Open Tracing, donc certains d'entre vous doivent connaître. Le but d'Open Tracing, c'est de faire du profiling d'application. Alors en général, on met plutôt ça dans son code PHP ou Java ou autre. Mais dans un proxy, ça peut avoir un intérêt aussi pour détecter des problèmes. Je sais pas, j'ai une lenteur applicative et je me rends compte que mon application marche bien. Qu'est-ce qui se passe dans le proxy? Et donc, HAProxy va être capable de vous loguer différentes informations en fait à différents moments et donc de faire du profiling de session. Si on regarde sur la gauche, on voit à quel moment on a reçu la connexion TCP, à quel moment on est rentré dans le front-end HTTP, à quel moment on est passé au back-end TCP et à quel moment on a reçu la réponse du serveur. Voilà, on est même plus que ça en fait, il y a beaucoup plus de choses. Je vous conseille vivement, si vous êtes intéressé par ça, d'aller voir le repo GitHub qui est ici, parce que c'est très très fourni. Il y a il y a plusieurs pages de documentation en fait, c'est extrêmement fourni. Donc je vais pas trop m'étendre là-dessus, mais voilà. Donc ça marche comme un SPOE. Donc pour ceux qui connaissent pas SPOE, en fait, c'est un module qui est en dehors d'HAProxy, qu'on peut compiler complètement à part
Et en fait, il y a un petit bout de conf dans HAProxy pour lui dire comment utiliser le module. Et on fait tourner le module soit sur le même serveur, soit sur un autre serveur. En fait, là-dessus, il n'y a pas trop de problème, en fait. Il n'y a aucun impact sur les perfs d'HAProxy en lui-même. C'est assez transparent pour le coup. On va retrouver quelques nouvelles actions HTTP. Donc, on a le replace pass queue et le set pass queue. Donc, en fait, ils font exactement la même chose que le replace pass et le set pass. La différence, c'est qu'ils vont aussi écraser la query string. Donc, quand vous faites un replace pass queue, pensez bien que ça va écraser la query string. Donc, en général, on l'utilise parce qu'on sait qu'on en a besoin. Autrement, on utilisera juste le pass. Et pareil pour le set. On va retrouver quelques nouveaux fetch. Donc, évidemment, on va retrouver le pass queue qui va nous permettre d'extraire en fait la chaîne, le chemin de l'URL plus la query string. Alors qu'avant, on faisait un concat entre le pass et la query. Donc maintenant, on en a un qui nous fait tout directement. On va avoir en fait des fetch qui nous permettent de savoir si une requête a été issue du cache ou pas, de quel cache elle a été issue. Et ensuite, on va avoir des fetch sur les SSL pour avoir les chaînes de certificats côté client, côté serveur, et aussi des fetch pour connaître le poids du serveur tel qu'il était configuré et tel qu'il est actuel. Ça vous permet en fait quand vous avez des clients qui font soit qui changent les poids dynamiquement, soit qui font du slow start, de savoir à quel niveau votre serveur il en est actuellement. On a un nouveau converteur aussi qui est sympa, qui s'appelle IF. Donc IF, il prend deux arguments en fait. On le voit pas là sur le slide, mais en fait, il prend deux arguments. Une chaîne de caractères à retourner si l'input est true et une chaîne de caractères à retourner si l'input est false. Typiquement, premier exemple, il va être vite parlant. Avant, quand on voulait c'était le X-Forwarded Proto, ce qu'on faisait, c'est qu'on avait un X-Forwarded Proto HTTPS if SSLFC et un X-Forwarded Proto HTTP if not SSLFC. Ben maintenant, ces deux actions, en fait, on peut les résumer en une seule. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va setter le header X-Forwarded for. Si SSLFC retourne true, c'est la première chaîne de caractères qui est retournée, donc HTTPS. Si ça retourne false, bah, ce sera HTTP. Le deuxième exemple, c'est pareil, c'est pour faire un X-cache à la varnish, X-cache hit ou X-cache miss, et puis voilà, aussi simple que ça. Si jamais l'objet a été récupéré dans le cache, bah, on va retourner hit, sinon on va retourner miss. Donc c'est très pratique, ça va simplifier pas mal de configurations. Les nouveautés au niveau du LUA, donc maintenant on va supporter l'UA 5.4. Alors j'ai pas été voir dans le détail quelles étaient les différences entre l'UA 5.3 et 5.4. Mais donc voilà, on est capable de supporter cette version-là. On va pouvoir supporter des nouveaux fetch, haute et haute groupe aussi, qui sont des fetch HAProxy dans le LUA directement. Et surtout, on va pouvoir supporter des fetch et des converteurs qui ont besoin d'arguments dans la conf HAProxy. Donc ça, c'était pas supporté avant. À partir de maintenant, c'est supporté. Au niveau du build HAProxy, la compilation d'HAProxy, il y a une grosse amélioration pour cross-compiler sur différents OS. On va supporter Dragonfly BSD aussi en plus. Quelques améliorations principalement sur les NetBSD et les FreeBSD. Donc voilà, bon, il y a tout un détail ici. De toute façon, vous aurez la liste. Vous avez la liste aussi sur l'article de blog en fait qui est dédié à la version 2.3 d'HAProxy. Malheureusement, il y a quelques features qui ont été dépréciées et qui ont été supprimées. Donc la directive MonitorNet et Mode Health, donc vous pouvez les remplacer par les Return Status avec des ACL si besoin. Le mot-clé debug a été viré aussi de la conf globale. Maintenant, si on veut démarrer HAProxy en mode debug, c'est pas avec la conf qu'on le fera. Enfin, on pouvait le faire avant en ligne de commande, HAProxy-D. Donc ça, ce sera toujours faisable. Attention, dans les versions 2.5, le NBproc va être supprimé. Donc on parle de ça dans un an. Novembre 2021, le NBproc devrait être supprimé. En fait, la raison pour ça, c'est que on considère que maintenant le NBthread remplace avantageusement le NBproc dans tous les use cases. Et donc on va pouvoir le supprimer. En fait, il apporte plus d'inconvénients qu'il apporte de solutions, le NBproc, donc il va être supprimé.
et la directive Grace aussi va être supprimée. Je vous ai mis un petit avant-goût aussi de ce qui va arriver en 2.4. Donc la 2.4 est prévue pour Q1, je crois, l'année prochaine, donc mars, quelque chose comme ça. Mars ou mai, je sais plus. Oui, c'est mai, ça doit être mai plutôt. Donc on va dire Q2 l'année prochaine. Donc ça, tout ça, c'est des choses qui ont déjà été intégrées dans la 2.4, dans la code base du 2.4. Le Lua, en fait, qui supportera beaucoup mieux les threads qu'aujourd'hui. Le cache HTTP va connaître aussi pas mal de changements, notamment avec le support du Vari, je crois. On va avoir des timeouts dynamiques. Alors avant, on était obligé d'avoir, quand on savait qu'on avait différentes applications qui avaient des timeouts différents, on créait des back-ends quand c'était côté serveur avec des timeouts différents. Et côté front-end, on n'avait pas trop le choix, on était souvent embêté, fallait mettre le timeout le plus mauvais entre guillemets pour être sûr d'embêter personne côté client. Ou alors si on a eu la possibilité de splitter en deux front-end, mais des fois on n'a pas trop le choix quand tout arrive sur WoW, on est obligé de faire comme ça. Donc ça, maintenant on aura des HTTP request set timeout. Et on pourra dire HTTP request set timeout client égale quelque chose si l'URL c'était ça, etc., etc. On aura un meilleur support des CPU ARM. Je ne sais pas si vous avez vu passer le tweet de Willy, mais sur une machine 16 cœurs ARM sur Amazon, il montait à 400 000 requêtes HTTP par seconde en clair. Donc là, comme ça commence à envoyer du lourd, et sachant que c'est des machines pas chères du tout, donc ça peut avoir un intérêt pour le coup pour pas mal de gens. Au niveau observability, on va avoir pas mal de stats SSL qui vont arriver aussi. Donc pareil, basé sur le framework qu'on a mentionné plus tôt. On va avoir, alors pour les gens qui font du MQTT ou du FIX, alors le FIX c'est un protocole bancaire, Financial Inter-Exchange, on va être capable d'analyser le premier message de la requête ou de la réponse. Mais c'est là où on a toutes les informations importantes pour faire du routage. Par exemple, on peut détecter des informations sur le client, sur le type de service auquel il essaye de se connecter, etc. Et donc de dire, tiens, il essaye d'envoyer des messages sur telle chaîne, je vais l'envoyer à gauche, il essaye de s'authentifier, je vais l'envoyer à droite, etc. Et aussi le DEL header, le HTTP request DEL header qui supporte maintenant les -m. Alors ça, c'est pour quand on a supprimé la directive REC-IDEL, RSP-IDEL, en fait, qui permettait de supprimer par exemple tous les headers qui commencent par X-, on n'avait pas de solution alternative de remplacement. En fait, elle était prévue, mais elle avait juste pas été implémentée, elle avait été oubliée dans le flux de développement. Donc celle-là, elle a été rajoutée. Il y a, je crois que même Willy parlait de la backporter aussi en 2.2 parce qu'il y avait de la demande là-dessus pour le coup. Donc typiquement, maintenant, quand on voudra supprimer tous les headers qui commencent par X-, on pourra faire HTTP request del header -m beg comme begin X- quelque chose. Enfin X- et puis c'est tout. Donc ça applique pas de regex, ce sera beaucoup plus rapide en plus que le rec-idel et tout ça. Donc on arrive au bout de la présentation. Je suis désolé pour les petits problèmes qu'il y a eu au début sur le son. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je vois qu'il y en a. Donc n'hésitez pas à poser quelques questions. Et s'il n'y en a pas, on va fermer dans 1 minute. Donc il y a un article de blog aussi dédié à HAProxy 2.3. Qui est très long, qui est très détaillé, avec pas mal d'exemples, pas mal de choses comme ça. Donc je vous recommande aussi d'aller le lire si vous avez envie. Voilà. Alors, est-ce que le support avec les NBthread sera backporté en 2.2 ? Le support du Lua, avec les NBthread sera backporté en 2.2 ? Non, je pense pas. Je pense pas en fait puisqu'il va sortir dans la release LTS 2.4, donc il sera pas backporté pour le coup. Alors oui, on me demande si la vidéo de l'enregistrement sera partagée. Oui, il sera partagé. On va nettoyer le début où on a des problèmes de son et puis voilà. Donc vous recevrez vous recevrez la vidéo. Alors on n'a pas de bench de Lua pour comparer des confs en NBproc et en NBthread. En fait, le but de du développement qui a été fait en fait, c'est de pouvoir choisir si
en fait, la plupart des développements qui sont faits en Lua, les gens ont pas besoin de partager d'informations en fait. Et en fait, ce qui se passait quand tu étais en NBproc, en fait, ton code Lua était exécuté à un endroit. Et en fait, tes informations n'étaient pas partagées non plus entre tes process. Par contre, tous les codes Lua d'un même process pouvaient accéder aux mêmes infos si tu voulais faire une variable globale ou des choses comme ça. En NBthread, en fait, tu pourras choisir si tu veux que ton code Lua s'exécute de manière partagée. Et donc à ce moment-là, bah, tu auras un point de synchro pour les informations donc tu auras un lock à cause de ça, comme tu peux avoir aujourd'hui peut-être si tu fais. Et si tu sais que ton code n'a pas besoin d'être partagé, par exemple, tu fais un petit converteur, un petit fetch, un petit truc comme ça qui a aucune information partagée avec tous les autres codes Lua qui seront exécutés, à ce moment-là, il s'exécutera dans le thread directement sans lock. Donc pour le coup, on devrait avoir les mêmes performances en fait, que ce soit en thread ou en proc, à partir du moment où tu fais pas de partage d'infos. Mais ce que je te propose, c'est que si tu veux en parler hors, tu m'envoies un petit mail et puis on pourra faire un petit call là-dessus. Je pourrais te donner plus d'infos. Ah oui, donc on a une question pour savoir si on allait avoir de l'UDP DNS. Donc oui, on va rajouter d'autres protocoles sur la couche UDP. L'avantage du syslog, c'est que pour le coup, il y avait qu'un aller à gérer, c'est-à-dire qu'on prend le message syslog, on le renvoie au serveur, donc ça a été le plus facile à implémenter. Et puis en plus, HAProxy savait déjà faire énormément de choses avec les serveurs syslog. Le prochain protocole qui est déjà en cours d'implémentation au niveau load balancing, c'est le DNS. Donc en fait, on fera du DNS UDP et TCP côté client. Côté serveur, on risque de basculer en DNS TCP uniquement parce que le TCP permet de faire énormément de choses, beaucoup plus de choses que uniquement de l'UDP. On a validé ça avec la communauté. On a observé aussi comment se comportaient certains serveurs DNS les plus utilisés. Après, si jamais ça correspond pas à un besoin chez vous, faudra me le dire. Mais voilà, donc ouais, le DNS est en cours de développement et lui devrait arriver. Alors je l'ai pas mis dans ce qui est en cours, dans ce qui est dans la 2.4 parce que ça n'a pas encore été mergé dans la 2.4 dev. Mais oui, ça devrait arriver en 2.4 pour le coup, je crois. Donc load balancing DNS. Et si vous avez d'autres protocoles UDP, bah pourquoi pas avoir ce qu'on a besoin. Ce que vous avez besoin et voir comment nous on peut implémenter ça. Évidemment, il sera implémenté un peu de la même manière. On aura des fetch, on aura des stats, on pourra faire des choses. Alors peut-être pas dans la toute première implémentation du load balancing DNS, mais l'idée c'est qu'à un moment vous puissiez même choisir, extraire des informations de la requête, les loguer, faire du routage, dire bah tiens si c'est mon domaine.interne, j'envoie vers tel serveur DNS, si c'est mon domaine.com, j'envoie vers tel autre serveur DNS. Donc voilà, ouais, il y a plein de choses qui sont faites à ce niveau-là en ce moment. Ok. Donc je vois plus trop de questions. Bah merci à tous encore une fois. Et puis bah, je vous donne rendez-vous pour d'autres webinars certainement début 2021. Au revoir, à bientôt.